va-t-on enfermer tous les Camerounais? Va-t-on tous les tuer pour pouvoir avaler une fausseté, une élection truquée, où aujourd'hui, les membres du gouvernement eux-mêmes reconnaissent justement la fraude? On a vu le député, on a vu un ministre, oui, le ministre de la Santé, se vanter, se taper la poitrine, que oui, c'est lui, que c'est leur gouvernement qui ne nie pas d'avoir volé l'élection. Bien au contraire, il dit pourquoi les autres n'ont pas réussi à faire cela. Nous sommes donc dans la compétition du vol. Le plus grand voleur, c'est lui qui prend le pouvoir. Le pouvoir par la force. Le pouvoir par la corruption. Le pouvoir par les intimidations. La population a souvent eu à plier les chines, à donner le dos. Et dès qu'on tape sur une gifle, eh bien, tel des chrétiens, tel l'Ancien Testament, on obéissait, on tendait la gifle droite. Et si même celui qui vous agressait voulait encore vous donner un petit cadeau sur la gifle gauche, pourquoi pas tendre? Et puisque tout pouvoir vient de Dieu, il vous envoie encore quelques ristournes et une autre gifle. Et comme bien évidemment, Dieu est tout puissant, il peut aussi vous rouler par terre, il peut même vous tuer, il peut vous humilier. Le régime Biya, dans sa superpuissance, a donc ainsi fait marcher les Camerounais tels des moutons. Et d'ailleurs, le Grand Nord, qui était le bétail électoral, a souvent été qualifié comme justement le réservoir de moutons. Mais depuis la dernière élection où le Grand Nord, tout comme les Camerounais ont choisi majoritairement Issa Chiroma, le régime Biya, bon vent mal an, cherche à faire un passage en force. Et comme d'habitude, des intimidations, des humiliations, parce que, selon leur formule, l'État est debout. Et Biya de répéter d'ailleurs, en prêtant serment, l'ordre régnera. L'ordre régnera, même s'il faudrait aller piller les poches des autres. C'est ainsi qu'à Menganga, là où justement la gendarmerie s'est installée comme un comptoir pour faire son petit commerce, où chacun vient passer, pas pour prendre la communion, mais plutôt pour donner la communion à ces hommes en tenue qui se prennent pour des apôtres ou alors pour une église catholique où l'aumône est obligatoire. Eh bien, un chauffeur s'est retrouvé devant un gendarme, lequel, n'ayant pas été satisfait, ou bien ayant constaté que le pain n'était pas suffisant pour sa panse, a décidé donc de l'humilier. Et tout est allé très vite. Oui, parce que solidarité oblige, et surtout la tension étant dans l'air, Menganga est devenue une poudrière. Les camionneurs ont décidé de ne plus avaler ces humiliations. La route a donc été bloquée. Et voilà Yaoundé qui, pourtant, respire par ce tuyau, le genre que Anissé mettait souvent par le nez pour avoir un peu d'air. Eh bien, cette petite route, la nationale numéro 1, eh bien, a été coupée. Coupée parce que c'est elle qui oxygène Yaoundé. C'est elle qui vient donner de l'arachide à Yaoundé pour préparer du bon pain sucré, salé. C'est ce que je voulais dire. Ou encore, c'est avec ces arachides venant du Grand Nord qu'on fait bien la sauce d'arachide sans pour autant oublier le bon bœuf, le soya, la viande de bœuf, les vaches et consorts. C'est aussi là-bas que les oignons viennent et bien d'autres choses.
Le Grand Nord est donc désormais coupé du Grand Sud. Ah, exceptionnel. Pourtant, Paul Biya nous disait, tant que Yaoundé vit, le Cameroun respire. Mais curieusement, depuis que cette crise est arrivée et depuis que les camionneurs ont décidé de garer, eh bien, c'est Yaoundé qui est en ébullition. Même l'électricité ne donne plus. L'eau ne coule plus dans les robinets. Les marmites, semble-t-il, n'ont plus de viande. Et comme si cela ne suffisait pas, on redoute désormais une certaine instabilité, voire une révolte. Oui, ces moutons sont devenus de vrais lions. Ils sont transformés en loups et ne sont pas du tout aussi obéissants qu'on les croit. Oui, fervents musulmans, ils sont capables de pouvoir souvent écouter, mais quand c'est trop, ils savent aussi dire stop, ça s'arrête. Le gouvernement, comme d'accoutumé, a donc tenté de mener des opérations de séduction. Ces opérations qui consistent bien évidemment à pouvoir mettre dans les tympans de ceux qui tentent de résister des mots mielleux, mais qui, immédiatement, lorsque vous les écoutez, vous cédez, sachez que c'est terminé. Parce que jamais le régime Biya n'a réussi à respecter ses engagements. Bien au contraire, si vous avez cédé comme la clé 14, comme si vous teniez un serpent, eh bien, c'est que c'est à cet instant-là qu'il va vous inoculer son venin. Il va s'enrouler sur vous jusqu'à vous tuer. Les camionneurs n'ont donc pas voulu lâcher prise. Ils ne lâchent pas prise. Et toute l'armada politique est allée là-bas. D'abord l'armada religieuse pour essayer de parler du Coran, que ce soit le lamido, que ce soit les imams, leurs prières ou encore leurs sourates sont en tête de l'oreille gauche pour ressortir de l'oreille droite, puisque les camionneurs savent très bien que ce ne sont pas des paroles coraniques qui font remplir leur marmite ou qui font que leur poche ne soit pas vide. Et par la suite, ceux-là qui sont dans des bureaux climatisés sont aussi arrivés. Oui, de haut de leurs belles fonctions avec des grades, et ils sont tombés donc dans la poussière de Menganga. Oui, Menganga. Combien connaissaient cette ville? Cette fois-ci, c'est l'une des villes qui est devenue très populaire dans la région de la Damawa. C'est là-bas où finalement le prophète du Mbéré est allé pour essayer de supplier. Il a parlé dans toutes les langues. Il a changé de disque. Il a failli se mettre à genoux. Mais les camionneurs n'ont pas écouté. Bien au contraire, plus la situation durait, plus le mouvement s'intensifiait et plus la pression montait. Et bien sûr, c'est devenu une véritable crise. Le gouverneur de la Damawa, lui aussi, il est arrivé sur les lieux. Bien que les premières mesures aient été prises, à savoir que 1. La suspension de 2 postes de contrôle, mais aussi des mesures qui ont été promises, les camionneurs n'ont pas voulu lever le mot d'ordre qui, comme une poudrière, aujourd'hui est en train d'envahir toute la région. Sur le tarmac, ou qu'est-ce que je dis? Sur l'asphalte, sur cette route, non seulement les camions sont entassés, mais surtout les voyageurs ont commencé à dormir par terre. Puisque l'ordre régnera, l'État central a donc envoyé le BIR, la gendarmerie, et ils sont venus avec des bottes, et ils sont venus avec des fusils, sauf que devant eux, c'était des gros camions. Des gros camions qu'on ne peut pas dégager avec l'eau pimentée, l'eau gazeuse, l'eau qu'on asperge. Des gros camions qui n'ont pas peur de Mami Wata, puisqu'ils ne sentent rien sur eux. Des gros camions qui ne connaissent pas aussi ce qu'on peut appeler l'ordre régnera.
puisque là-bas, avec 40 tonnes et de surcroît bien chargés, ces camions-là sont difficiles à bouger. Et lorsque cette armée est arrivée, elle-même, elle a aussi été bouclée. C'est alors que Yaoundé a décidé que, allez, appelez Corbeau. Corbeau appelle Renard. Renard appelle Lièvre. Lièvre appelle Ouragan. Ouragan appelle Harmattan. Toutes les unités en direction de Menganga. Pendant que les forces vives de l'armée et de sécurité allaient vers Menganga, les camions n'ont fait que s'entasser. Au moment où je vous parle, pas moins de 12 000 camions sont actuellement stationnés et ne peuvent plus bouger. Voilà donc comment est-ce que la situation s'est présentée. Le régime, bien évidemment, impatient et surtout constatant que les camionneurs, plus que jamais étaient décidés, a donc voulu passer par l'épreuve de la force. D'autant plus que des premières revendications qui étaient corporatistes s'étalaient maintenant aux revendications politiques. Et là, immédiatement, le régime se retrouve donc pris dans son propre piège. L'armée est arrivée, ou encore ils ont encore envoyé d'autres, que allaient faire comme d'habitude. Bien évidemment, quand ça commençait dans le Nozo, c'était juste les manifestations de quelques avocats. On pouvait les diffuser avec de l'eau, on pouvait les mettre par terre, on pouvait les tabasser, et puis le tour était joué. Et même ça, la crise au Nozo n'a fait que grossir. Ce qui se passe donc à Menganga est très grave. Jamais on n'avait vu ça en 43 ans de pouvoir. Jamais on n'avait vu des gens se dresser aussi de gauche à droite contre un régime. Parce que aujourd'hui, les Camerounais, quels que soient les métiers, quelles que soient les religions, quelles que soient les régions, sont convaincus que le régime Biya est illégitime et qu'il a truqué les élections. Et toute chose peut créer des tensions et peut provoquer la révolution. Menganga, comme si cela ne suffisait pas, eh bien le régime est donc déjà parti. Les caterpillars ont été envoyés pour aller charger des camions. Ah oui, les caterpillars qui doivent porter des camions de 40 tonnes. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ça. Des caterpillars qui doivent dégager les camions. Mais ce n'est pas tout. L'armée également est arrivée. Ce n'est plus pour discuter. Eux qui faisaient semblant de jouer aux grands démocrates, de comprendre le peuple et de vouloir résoudre cette solution par des moyens politiques, eh bien, c'est encore les armes qui ont commencé à retentir. La situation à Menganga ne va donc pas se limiter à Menganga. Puisque plus la pression monte, il y a aussi des villages environnants qui sont déjà sortis. Des jeunes avec des machettes, des gourdins, sont venus en renfort. Début d'une guerre qui risque de prendre une grande ampleur. Le régime mesure-t-il ce qu'il est en train de faire? Sait-il aujourd'hui jusqu'où ça pourra aller, d'autant plus que même les pays voisins sont concernés, puisque justement, c'est cette nationale numéro 1 qui ravitaille aussi le Tchad. Et c'est la même nationale numéro 1 qui ravitaille aussi la République centrafricaine. Or, il se trouve en ce moment que les camions, au regard de la pression qu'il y a eu à Menganga, les lignes ont eu à se prolonger et boum, maintenant, c'est jusqu'à Garoua-Boulaye. Garoua-Boulaye, dans les 48 heures, puisque déjà il y a embouteillage là-bas, il y a déjà aussi blocage là-bas, cela veut dire que le Tchad sera bloqué, la République centrafricaine également bloquée. Niet, rien ne bouge. Ce n'est donc plus seulement Yaoundé qui sera étouffé, mais c'est l'Afrique centrale qui sera aussi étouffée, même jusqu'au Gabon. Puisque le Gabon, lui également, attend certains produits qui viennent du Grand Nord, qui doivent transiter par cette nationale numéro 1. La crise qui se passe en ce moment, avant de vous mettre justement
les acteurs qui vont s'expliquer vient quand même du fait que le régime Biya a toujours fonctionné sans écouter les syndicats, sans écouter les populations, parce qu'ils disent toujours que l'État est un monstre froid. Ça fait depuis des années que les camionneurs se plaignent de cette taxe qui non seulement ne parvient pas à être arrangée, mais surtout du nombre de postes de contrôle. Le régime Biya a voulu enlever juste 2 postes de contrôle. Mais combien en a-t-il? On sait déjà qu'en 2024, on avait eu le même problème. En 2019, ils avaient déjà promis diminuer ou même enlever dans ce corridor de cette nationale numéro 1 et aussi la numéro 3, tous ces corridors qui étouffent les camionneurs, qui étouffent le transit. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors que les camionneurs se plaignaient de 60 postes de contrôle mixtes, le gouvernement camerounais a plutôt ajouté d'autres contrôles. Et désormais, on se retrouve à plus de 94. Oui, 94. Sachant que à chaque poste de contrôle, selon la Banque africaine de développement, dans son dernier rapport datant de 2024, dit qu'à chaque poste, le camionneur doit verser 3 500 francs à 5 500 francs. Sans pour autant oublier ce qu'ils appellent bascule. Ça fait donc énormément d'argent que le régime Biya encaisse, ou plutôt que les gendarmes et autres encaissent sans pour autant arranger une route, puisque le voyage sur les 1500 km de corridors qui vont du port de Douala jusqu'à N'Djamena, eh bien, on se rend compte que la route est en très mauvais état et qu'il faut faire parfois une semaine au milieu des nids de poules, des véhicules qui sont endommagés, les coupeurs de route et autres, et une certaine insécurité. Cela tombe mal dans la mesure où Issa Chiroma vient de lancer justement une opération ville morte. 3 jours de ville morte, où Yaoundé avait déjà de la peine, où on se disait il y aura un répit. Mais de ville morte, on est déjà passé maintenant à région morte. Que dis-je? À nationale morte. Nationale morte égale Yaoundé mort, égale Bangui mort, égale N'Djamena mort, égale Afrique centrale morte. Le Cameroun traverse une période pour un mandat volé qui risquerait d'asphyxier, ridiculiser un régime qui désormais est aux abois. On disait, quand la femme se fâche, le secret est dehors. Mais quand le babana, lui, se fâche, là, c'est l'État qui est à terre. L'État tant redouté, l'État tant puissant, bien que tirant des balles et blessant des populations, l'État est en train de se tirer lui-même, l'État camerounais est en train de se tirer une balle dans la jambe, puisque voilà aussi une zone de guerre qui risquerait naître, un Cameroun qui risquerait d'être éclaté, et surtout qui a le danger actuellement au niveau des 3 frontières. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui s'est donc passé? Nous laissons d'abord la parole aux acteurs et par la suite, nous revenons pour essayer d'en discuter. Les camionneurs, oui, les camionneurs ne veulent plus tout simplement du régime Biya. C'est ce qu'il faut ce soir, aujourd'hui, conclure. Puisque plus la tension monte, plus les revendications augmentent. La guerre est donc déclarée.
Mesdames et messieurs, je vous laisse écouter d'abord les camionneurs. On a enregistré son numéro. Tu ne peux pas, ce n'est pas la raison. La rébellion ne va pas venir. Alors, ces raisons d'enregistrer. Mais il faut que vous qui êtes notre représentant, allez nous confirmer cette décision préfectorale à partir d'une documentation bien tamponnée. C'est pour nous faire confirmer que notre circulation ici est libre. Parce que nous quittons depuis Mouloundou pour arriver jusqu'à Plangwa. Nous souffrons sur la route. Nous payons les impôts. Tous les péages, nous nous arrêtons. Il n'y a même pas la route. Et nous avons encore des molestations des gendarmes et des policiers. Nous recevons toutes les tracasseries au bord de la route. Monsieur le préfet, la doléance des chauffeurs n'a pas commencé aujourd'hui. Ça ne finit pas aujourd'hui. Nous n'allons pas mettre point à cela aujourd'hui. Vous avez compris, vous allez comprendre jusqu'à la fin. Nous ne voulons plus ça. Le commandant a compris avec ces éléments. Nous voulons une collaboration ferme, bien déterminée entre la gendarmerie, la police, la population et les chauffeurs pour une libre circulation très délivrée. Nous sommes tous des Camerounais. Bonjour camarades. Comment allez-vous? Vous allez bien? Merci. Je t'ai envoyé quelques vidéos là entre Ngaoundéré et Garouamlé. Ngaoundéré et Maïganga, plutôt département de Mbéré, département de l'Adamawa. Il y a eu accrochage entre un chauffeur de camion et les gendarmes routières. Il lui a interpellé, il a stationné, il est descendu, il a demandé les documents de lui remettre. Il a remis le document et à ce moment, quand le chauffeur vient, le chauffeur paye 3 000. Et ce chauffeur-là, il lui fait savoir que vraiment aujourd'hui, je n'ai rien. Et directement, il lui a giflé. Il lui a donné des bons gifles. Et à ce moment, d'autres camions sont arrivés, ils sont stationnés, ils sont descendus. Pourquoi vous les giflez? Et je vais les gifler, vous êtes qui? Et c'est comme ça le discours est arrivé et on a appelé tous nos chauffeurs, tous nos camarades qui font la route et on a partagé ces vidéos dans les forums. Et voilà, comme ça, on les a demandé de barrer la route. Ils ont barré la route depuis... ça s'est passé mercredi vers 10 heures. On les a demandé de garer et barrer la route. Ça a continué toute la nuit. Et hier, comme ils ont vu ça ne va pas, voilà, ces diables de l'Amida Denga, Maïganga et les préfets qui sont partis en vouloir intimider les chauffeurs. Et on les a dit, dès qu'ils venaient, vous les écoutez et vous ne faites rien. Vous ne quittez pas et vous réclamez vos victoires qui libèrent le pays, tout qu'on les demande. Donc aujourd'hui, le gouverneur sera là-bas et on les a dit, gouverneur, viennent et vous les écoutez, vous les demandez quel départ de Bia. Tant que Bia n'est pas, nous on ne libère pas la route. Donc voilà un peu, la tension est montée, il y a plus de 1000 camions garés là-bas. La route est barrée, plus que c'est la route nationale 1. C'est ce chemin-là qui amène le véhicule, la voiture vers le Tchad et vers le Grand Nord. Et également ceux qui sont au nord et Tchad qui réalisent Douala et Yaoundé. Donc voilà un peu la situation. Je voudrais que vous publiez et dis à Rémi Ngono de publier ça, s'il vous plaît, dans son dossier des samedis noirs, puisque je n'ai plus son numéro. Merci de votre compréhension. La patrie ou la mort nous vaincront. Les gars bloqués depuis hier, rien ne circule. Et puis avant-hier, voilà le 3e jour, on est sur place, rien ne passe. Les gars réclament la victoire de Issa Chiroma. Ils disent que c'est Issa Chiroma qui va décider. C'est Issa Chiroma qui devrait venir décider. C'est quand ça nous dépasse que ça arrive devant les autorités. Excellent, monsieur le gouverneur,
avec tous les camarades, notre problème, notre véritable problème aujourd'hui, c'est d'abord de libérer tous les prisonniers qu'on les a arrêtés ici, et les chauffeurs et les motoboys. De libérer tous les prisonniers, même les chauffeurs de motoboys. Deuxième point, c'est la tracasserie routière dans tous les territoires nationaux. Excellent, monsieur le gouverneur. Pourquoi le Cameroun ne peut pas être comme le Tchad? Quand tu traverses la frontière du Tchad, à côté, tu apprends au pays jusqu'à jamais la Excellent, monsieur le gouverneur. Ça décourage de payer le papier, le document, le transport. Excellent, monsieur le gouverneur. Quand tu arrives au contrôle, si ton dossier est complet, on prend le dossier, on jette dans la cabine. Celui qui est qui a mis quelque chose dans le dossier, maintenant on le libère, il part. On fait une gens au contrôle, sans qu'on a ouvert même ton dossier. Excellent, monsieur le gouverneur, ça c'est notre deuxième point, la casserie routière dans tous les territoires nationaux. Notre troisième problème, c'est notre convention collective. La convention collective. Nous les chauffeurs, vous voyez quelqu'un. Moi par exemple, je suis aujourd'hui à 28 ans derrière le volant. Tu pars en retraite, tu n'as rien. Pourquoi ça, monsieur le gouverneur? La convention collective, vous voyez un vieux chauffeur qui a fait des années. Il part en retraite, il est incapable de vivre. Pourquoi ça, monsieur le gouverneur? Monsieur le gouverneur, nous vous prions de nous faire, qu'est-ce qui empêche de faire signer la convention collective? Est-ce que vous savez qu'il y a les chauffeurs qui touchent 70 000 francs? Il y en a. Est-ce que vous savez qu'il y a des chauffeurs qui conduisent sans salaire? Il y en a. Est-ce que vous savez qu'il y a des chauffeurs qui ne sont pas affiliés à la CPS? Il y en a. Est-ce que vous savez qu'il y a des chauffeurs quand ils font l'accident, les particuliers, les sociétés les abandonnent? Il y en a. Beaucoup même. Monsieur le gouverneur, on n'est pas être long. Je pourrais laisser ici, si peut-être mon collègue aura quelque chose à dire. Excellent, monsieur le gouverneur. Voyons le trajet comme par exemple Garabunda et Naoundé. Nous payons les impôts, nous payons le péage. Nous cassons nos véhicules. Quand tu as un problème sur le camion, tu rentres le patron te coupe de l'argent. À la fin du mois, tu n'as même pas de salaire. Parfois, que tu es un casseur. Et c'est l'état de la route. Excellent, monsieur le gouverneur. Comme vous êtes le père des enfants, vous pouvez vraiment tout faire si on nous signe notre convention collective. C'est là où nous serons un peu à l'aise. Et la libération de nos frères qu'on les a arrêtés ici à Menganga. Là où nous sommes arrivés, nos frères qui sont arrêtés à Menganga et à Ngaoundé, et on refuse comme pas les donner en fait. Donc dans tous les territoires, nous ne sommes pas les politiciens. Nous ne sommes pas les policiers, nous ne sommes pas les manifestations. Donc nous avions relevé le ministre, nous avait fait demander de lui faire confiance. Mais nous savons combien son ministre, le ministre nous a abusé. Donc nous on ne connaît pas si peut-être on a un capitaine dans ce bateau où nous les chauffeurs nous sommes abandonnés par nous-mêmes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon. J'espère que vous avez suivi ne serait-ce que des revendications qui ne sont pas seulement de la corporation, mais qui sont politiques également. À savoir que le Grand Nord, bien évidemment, vous avez pu constater comment est-ce qu'il a obéi aux villes mortes. Le Grand Nord, bien évidemment, ne considère plus Paul Biya comme le président, mais plutôt comme un usurpateur.
Raison pour laquelle ils ont dit qu'ils veulent seulement obéir au mot d'ordre de Issa Chiroma. Ceci a encore mis les nerfs à fleur de peau d'un régime aux abois qui, ne pouvant pas contrôler, est encore parti faire d'autres choses. Entre-temps, tout est bloqué. La Croix-Rouge est déjà arrivée sur place pour commencer à distribuer un peu à manger, un peu d'eau. Bien sûr, entre les camions frigorifiques qui sont pratiquement avec des nourritures qui vont se gâter ou encore des médicaments, on peut se dire que c'est un peu de la désolation. Les bus de transport et autres. Il faudrait se dire que rien que cet axe Douala, N'Djamena, c'est 80 000 camions qui y transitent. Et du coup, le Tchad est déjà sous pression. Or, Mahamat Idriss Déby avait félicité Paul Biya. Le Tchad ne pourra donc pas, bien évidemment, échapper à cette crise. Mais bien plus, elle va s'étendre jusqu'en République centrafricaine, puisque au niveau de Garoua-Boulaye, Garoua-Boulaye est situé à 525 km de l'ouest de Bangui, la République centrafricaine. À l'époque, en 2021, les camionneurs avaient fait un mouvement, mais c'était en direction de Bangui. Bangui, ce n'est pas beaucoup de camions, comme justement l'axe qui va de Douala vers le Grand Nord et vers N'Djamena. Mais cela avait coûté très cher parce que c'était 400 camions. Il y a 400 camions qui quittent de Douala, qui doivent aller en République centrafricaine. La République centrafricaine est une ville enclavée qui dépend à 90%, comme le Tchad également. Le Tchad dépend à 90% du Cameroun. Donc les marchandises qui viennent au Cameroun doivent transiter par le port de Douala. Or, il y a eu une succession de villes mortes, 3 jours de villes mortes, où les marchandises ne pouvaient pas quitter le port et aller dans le Grand Nord, dans le Septentrion. Immédiatement, ça s'enchaîne avec le blocage. Et de l'autre côté, justement par solidarité, les camionneurs ont appelé les autres de se mobiliser. D'autant plus que le régime est arrivé et a commencé exactement ce qu'ils ont fait, les tirs à balles réelles. Panique donc actuellement à Menganga. Entre-temps, les camions également ont déjà bloqué Garoua-Boulaye. Garoua-Boulaye, c'est 80 000 personnes qui vivent là-bas, pour l'instant. Pour l'instant. Garoua-Boulaye avait déjà connu cette crise des camionneurs. Bangui avait été étouffé. Mais c'était différent. Parce que là-bas, il s'agissait d'une opération qui venait des rebelles centrafricains, qui, bien évidemment, voulaient déstabiliser Touadéra. Et du coup, certains centrafricains quittaient Bangui pour venir au Cameroun pendant que les camions ne pouvaient pas faire une entrée. On avait donc, les chauffeurs de camions demandaient d'être sécurisés. Donc ça ne dépendait pas des chauffeurs de camions. Ça dépendait de leur sécurité. Ça dépendait des États. C'est-à-dire que dès que vous décidez que le corridor doit être protégé, là, ça peut être débloqué, mais au bout de combien de temps? Au bout d'un mois. Mais ça fait des pertes énormissimes. Et je dis bien que ça n'a rien à voir avec le grand corridor qui va jusqu'au Grand Nord, qui va jusqu'à N'Djamena. Parce que là-bas, c'est 80 000, 88 000 plutôt.
28 000 camions. Or, actuellement, la situation deviendra encore beaucoup plus explosive. Parce que, avec les voitures qui s'entassent et l'insécurité aidant, eh bien, on signale déjà des mouvements de rebelles dans la région, la région des 3 frontières. Il faut savoir que il y a des rebelles centrafricains qui nagent entre la frontière et qui, bien évidemment, ils étaient en République centrafricaine, mais comme Touadéra avait demandé des renforts, donc de la MINUSCA, donc des casques bleus de l'ONU, plus les Wagner de la Russie, ils s'étaient repliés vers le Cameroun. Et ça fait que le Cameroun avait commencé à enregistrer 4 000, après 5 000, 10 000, 30 000, jusqu'à 105 000 réfugiés centrafricains. Et parmi eux, des rebelles. Les services de renseignement décrivent maintenant la zone comme à haut risque. À l'époque, en 2021, il a fallu l'intervention du BIR, qui était parti, bien évidemment, avec son artillerie lourde et avait pointé les armes vers la République centrafricaine. Or, actuellement, le BIR est sur plusieurs fronts. Et selon les informations que nous avons, c'est que depuis la crise post-électorale, ce n'est pas l'armée loyaliste seulement. C'est qu'il y a maintenant une véritable poche de résistance. Donc, les rebelles ont commencé à entrer au Cameroun. Certains viennent du Soudan, d'autres de la République centrafricaine, avec des armes lourdes. Au moment où je vous parle d'ailleurs, à Bertois, bien évidemment, le marché est en flammes. On avait vu déjà le commissariat en flammes. Donc la situation risque de s'enflammer, dans la mesure où et la Damawa, et l'extrême nord, et le nord, sans oublier, moi je ne regarde même pas la crise au Nozo, là où vous voyez que l'armée camerounaise est en train de perdre beaucoup d'éléments. Alors, comment est-ce que le régime Biya va s'en sortir? Ce sera difficile. Entre-temps, puisqu'on parle justement des pertes, il faut savoir que officiellement, on dit que le transit rapporte à l'État du Cameroun entre le Tchad et le port. C'est 350 milliards par an. Les péages seuls, avec l'argent qui va dans les poches des machins et tout, c'est 12 milliards. Ce qui signifie qu'on ne regarde pas tout l'argent qui est jonglé à gauche ou à droite. Le régime Biya actuellement n'a pas d'argent. Et le régime Biya avait misé son budget sur les recettes fiscales, sur les recettes douanières. Et la deuxième poche d'entrée des douanes se retrouve à Maroua, à l'extrême nord. Or, actuellement, on voit des postes qui sont attaqués. Ils vont trouver de l'argent où? Comment vont-ils tenir ainsi? Et jusqu'à quand? Ce qui commence donc, bien évidemment, nous ne lançons qu'une alerte à ces régimes qui aiment aller allumer du feu un peu partout. Les voilà qui repartent avec des armes. Au Nozo, c'était une poignée de personnes ayant commencé. Et le Nozo n'avait pas ce qu'on peut dire l'influence sur Yaoundé. Mais actuellement, là, vous avez l'extrême nord, vous avez le nord, vous avez la Damawa qui sont bloqués. Maintenant, ce sera aussi l'Est bloqué. Le Nozo communique avec l'Ouest. Donc, pour l'instant, Yaoundé compte sur l'Ouest qui est stable, qui est à côté du Nozo, et aussi pour le littoral. Parce que s'il faut parler du Sud,
bon, ne comptons pas beaucoup là-bas. Donc, sur 10 régions, Paul Biya contrôle combien? Atanganji contrôle combien? Lui qui dit actuellement qu'il veut le découpage des territoires, quel découpage il va faire? Donc il va arriver comme ça, il va dire, regardez, mettez la barrière ici, mettez la tout et tout. Il ne veut pas, lui-même, il ne parvient pas. Il est en train de fuir. On l'attend là-bas à la Damawa. Ni lui, ni le ministre des Transports, ni Ngongo. Ils ont déjà, chacun a déjà éteint son téléphone. Il regarde tout ce manque, c'est comment là-bas. Et il demande à l'armée d'aller créer un autre foyer. Il faut faire très attention, il y a des choses qui ne trompent pas. Quand les rebelles commencent des mouvements, ça peut durer beaucoup de temps. Comme à Bangui. Mais par la suite, on a vu comment est-ce que, bien évidemment, le régime avait été renversé. Le Cameroun n'est pas la République centrafricaine. Mais on a vu des pays beaucoup plus puissants que ça. Surtout que le Cameroun a déjà beaucoup de foyers d'incendie. Et la crise post-électorale est encore là. Et cette Chiroma n'a même pas encore accéléré. Il est encore au préliminaire que c'est en train de chauffer comme ça. Comment est-ce que le régime Biya va maintenant faire pour pouvoir calmer, endiguer cette situation? Puisque, bien évidemment, lorsque les camions vont s'entasser, la crise va s'accentuer. Une crise humanitaire, une crise alimentaire, une crise politique, bref, des crises explosives. Et le panier de la ménagère, lui aussi va subir. Les caisses de l'État vont subir. Et l'armée va beaucoup souffrir. Puisque seulement au Nozo, l'armée était déjà épuisée. L'armée camerounaise, aujourd'hui, est active à plus de 70%. C'est-à-dire qu'elle est plus active que toutes les armées du monde. Il n'y a plus de repos. Et il y a plutôt des désertions. Il y a plein qui sont en train de partir. Et maintenant, il y a les mercenaires, plus Boko Haram, sans pour autant oublier qu'au niveau du lac Tchad, là-bas aussi, il y a des rebelles. Et comme on vous dit, il y a des armes et des rebelles qui viennent du Soudan, République centrafricaine, et tout ça. Comment Paul Biya a-t-il réussi à transformer le Cameroun aujourd'hui qui était ce qu'on appelait havre de la paix? Comment a-t-il réussi à transformer ça en un terrain de guerre? On est donc loin, très loin du compte, avec des crises qui risquent de se multiplier. Surtout que, aujourd'hui, il y a aussi des prisonniers politiques. Et il y a la communauté internationale qui fait aussi des pressions sur le Cameroun par rapport aux droits de l'homme. Il n'y a pas la reconnaissance internationale. Le régime Biya est en train de souffler sur du feu et aussi sur du froid. Mais cette technique ne pourra plus marcher. La panique est actuellement à étudier, où on voit d'ailleurs plein de personnes commencer à filer à l'anglaise, où on voit certaines personnes disparaître sans dire au revoir, à l'instar de Chantal Biya. L'élection présidentielle passée, Biya avait la possibilité de faire un remaniement pour apaiser des cœurs et surtout pour balayer autour de lui le temps de reprendre la main
et peut-être de distraire les populations. On aurait pu imaginer aussi qu'il avait repris la main. Or, après l'élection présidentielle, on attend. On attend le remaniement ne vient pas. Bien au contraire, c'était comme si c'était la panique. Au sein du Sérail, où certains ministres commencent à faire, ou alors à classer leurs affaires de façon clandestine, quittent la nuit avec des gros sacs, comme si c'était un déménagement, comme si c'était un départ clandestin. L'ambiance n'est pas bonne dans la mesure où, justement aussi, ils ne peuvent pas sortir du pays. Tous sont bloqués. Mais leurs épouses sont en train de partir. Je vous parlais de Djihad Dombondayolo, qui avait fait partir son épouse, avec aussi sa fille. Elles ne sont pas revenues depuis. Et pourtant, le pays est beau. Et pourtant, Paul Biya a gagné l'élection. Mais qu'est-ce qu'ils font donc à l'étranger, puisqu'ils nous ont dit que c'est le pays qui nous manque? Qu'est-ce que leurs femmes et enfants font ici? Après cela, on a vu l'épouse de Ngongo partir aussi discrètement. Actuellement, elle se trouve avec sa fille en Suisse, à Genève. Mais avant cela, quelque chose avait été soigneusement bien orchestré. C'est-à-dire que Ngongo a fait qu'on nomme un de ses neveux comme premier conseiller là-bas au consulat en Suisse. Son épouse est donc partie aussi là-bas. N'est plus revenue, ni sa fille. On dirait que c'est le sauve qui peut. Ensuite, tout autour de Biya, on a vu Franck Biya détaler. Alors qu'on disait que c'est lui qui doit faire le remaniement, que c'est lui qui allait faire ceci et cela. À peine Franck Biya était parti, on voit le premier fils, enfin, le fils de Biya, Brenda Biya, qui a aussi pris la tangente avec ses épouses. Personne n'est plus jamais revenu. Le palais de Touris est vide. Et pendant qu'on dit que Chantal est en train de faire le remaniement, sans crier gare, et sans même savoir comment elle est sortie du pays, où on est venu la chercher à étudier, où c'était l'hélicoptère, où on est parti seulement clandestinement avec elle au niveau de Chantal Biya s'est envolée. Et se trouve, elle également, à Genève. On a attendu, on a dit que c'était un court séjour. On nous a d'abord dit que c'était pour 3 jours. Après, c'est 4 jours, 5 jours, 1 semaine. Mais Chantal Biya ne rentre pas. Et pour l'une des rares fois, après les événements qui avaient eu lieu lorsque elle s'était brouillée avec Biya et où le 20 mai, elle n'était pas au défilé. C'est la première fois qu'on voit Chantal Biya en train de fêter son anniversaire seule. Seule. Ah oui, peut-être qu'on nous dira même que Paul Biya lui-même aussi, il a déjà fui le palais d'étudier, puisqu'on ne le voit pas. On nous dit simplement qu'il est là. Mais enfin, personne ne l'a vu au bureau. On nous a dit qu'il est en train de travailler sur le remaniement. Mais Chantal n'est pas là. Ça sent un peu du roussi, non? Ça sent quelque chose comme si c'était un coup qui était en train de se préparer. Comment se fait-il que la première dame, celle qu'on nous dit que c'est elle qui maintient tel, c'est elle qui orchestre tel remaniement, comment se fait-il qu'en ce moment, elle qui dansait pour la réélection, ou bien le braquage électoral de son mari, qu'elle ne soit pas au pays, elle qui fêtait, qu'elle soit en plein décembre à l'étranger, là où justement, en décembre, c'est les fêtes en famille, c'est les fêtes avec son mari, et surtout qu'il a 93 ans.
que c'est elle qui doit s'occuper de sa bouillie, que c'est elle qui doit demander, est-ce que vous avez changé un peu ces couches, est-ce que vous avez changé les sondes, est-ce que vous avez fait ceci. Chantez les battre. En attendant peut-être qu'elle revienne, on se dit donc, à quoi bon revendiquer un trône qu'on ne peut pas occuper? La situation du Cameroun est de plus en plus explosive. En Gambie, Issa Chiroma, même s'il ne dit rien, procède à des actions que nous ne pouvons pas dire ici. Et il travaille. Et le régime Biya en est également informé. La communauté internationale, les voisins, les grands voisins tels que le Nigeria, sont complètement contre le Cameroun. Et selon certaines informations, de plus en plus, les États-Unis commencent à faire beaucoup plus confiance à Issa Chiroma qu'à Paul Biya. Même si la France, qui n'a pas adressé les félicitations à Paul Biya, fait encore semblant de soutenir Paul Biya, mais la situation actuellement avec le Grand Nord, et surtout là où la France et les Occidentaux ont des intérêts pour le golfe de Guinée, et la crise qui vient de recommencer avec les Babana, pas seulement les Babana, mais les camionneurs, montre justement que la situation sera beaucoup tendue et Paul Biya est sur un siège éjectable. Entre-temps, bien évidemment, ceux qui veulent déstabiliser, ceux qui veulent décourager la mobilisation des Camerounais, ils vont vous dire que, oh, Issa Chiroma a fui, qu'est-ce qu'il a fait, et machin, tout ça. Comme si Issa Chiroma étant au pays, il n'aurait pas été en prison. Peut-être qu'il aurait déjà été tué comme Anissé Kane, puisque on le lui avait dit qu'il suffit tout simplement qu'on arrache tes médicaments et tout est fini. Il suffit tout simplement d'une petite piqûre comme ça et c'est terminé. Donc, tant qu'il vit, Issa Chiroma est un danger. La preuve, c'est qu'il est star au moment de ses revendications, où justement on dit, nous on veut Issa Chiroma, libérer le pays. C'est ce que les camionneurs disent. Et c'est ce qui est en train aujourd'hui encore de frapper par la qualité du retournement du peuple camerounais qui n'a pas abdiqué, qui n'a pas renoncé, qui ne s'est pas découragé. Même si encore ceux qui profitent de ces régimes font semblant d'être rassurés et de dire que Issa Chiroma a joué un double jeu ou bien qu'il est l'envoyé spécial de Paul Biya. Eux-mêmes savent aujourd'hui que Issa Chiroma à l'extérieur et Paul Biya à l'intérieur, c'est Paul Biya qui est plutôt en danger. Encerclé par cette insécurité, et aussi par ce qui est en train de vouloir se passer au niveau du palais. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Des informations pas du tout bonnes nous viennent par rapport même à la sécurité du chef de l'État. Nous allons y revenir dans une autre émission. Mais cependant, bien évidemment d'autres, puisque justement ceux qui sont dans cette logique, mais qu'est-ce qu'Issa Chiroma fait alors? Ah, qu'est-ce qu'il va encore? Ah, on attend son mot d'ordre. Ah oui, il faut qu'il se mette devant. Non. Issa Chiroma ne se mettra pas devant. Puisque justement, le devant, c'est au Cameroun. Et dans tout, ceux qui veulent le changement, c'est le peuple. Et c'est le peuple qui décide. Et c'est le peuple qui avance. Et bien évidemment aussi, il faut savoir que pour une mobilisation, il faut le nerf de la guerre, qui est de l'argent. Le régime Biya a de l'argent. Bien évidemment, comme par exemple les camionneurs, là, il faut un peu d'argent. Mais on a demandé à certains, par exemple, pour soutenir, ne serait-ce que le changement, et ceci et cela, parce qu'on demande que oui, il faut l'armée peut-être loyaliste, il faut ceci et cela, il faut ceci et cela, mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'argent. Peut-être qu'il n'y a pas d'argent, mais peut-être que en même temps, c'est le peuple lui-même qui doit aussi savoir comment s'organiser. Dans tous les pays, ce n'est pas un opposant qui s'est mis devant. Issa Chiroma a joué sa partition. Même s'il donne encore des mots, même s'il lance encore des slogans,
même s'il a décidé qu'il ne renoncera pas, qu'il n'abdiquera pas, toujours est-il que c'est d'abord le peuple lui-même qui doit savoir qu'il doit se libérer. C'est le peuple lui-même qui doit savoir qu'il constitue la force. C'est le peuple qui a voté. Et quand le peuple vote, ce n'est pas là où ça s'arrête. Défendre sa victoire telle qu'on l'a fait au niveau des bureaux de vote ne suffit pas. C'est après qu'il faut justement pousser par rapport à ceux qui ont volé l'élection et qui veulent rester là par force. C'est donc ce peuple qui est aussi interpellé. C'est ce peuple qui ne devrait pas tout simplement attendre que « Oh, qu'est-ce qu'on fait désormais ?» Ce n'est pas certainement Issa Chiroma qui a demandé aux camionneurs de se lever. Ce n'est pas Issa Chiroma qui a demandé à celui qui a été giflé de se révolter. C'est un mouvement créé par le régime Biya qui ne s'est pas respecté. Et les camionneurs en ont profité pour contre-attaquer et pour aussi démontrer que c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui donne le pouvoir et que quelle que soit l'armée, quelle que soit la police, on ne peut pas vaincre le peuple. La suite du programme, peut-être ce n'est pas moi, mais écoutez cependant, ne serait-ce que ce jeune qui est aussi actif dans des réseaux sociaux, qui vous dit justement, à l'instar de l'avocate et porte-parole de Issa Chiroma, qui multiplie les actions, Maître Alice comme on ne va pas tout simplement attendre que c'est elle qui mène seule toutes ces opérations. Le peuple est souverain, le peuple peut s'organiser, le peuple est responsable parce que chacun d'entre vous sait ce qu'il veut. Chacun doit se battre pour lui et pour le pays, pour le changement. Écoutons celui-ci. Aujourd'hui encore, il y a des Camerounais qui pensent que quelques jours ou quelques semaines ou même quelques mois suffisent pour que le changement soit effectif, alors c'est qu'il y a un problème dans la tête. Tous ceux qui pensent que pendant cette courte période-là, le changement devait déjà être accompli, c'est qu'ils ont un petit problème. N'oublions pas que ce régime vit pendant un peu plus de 43 ans aujourd'hui. D'ailleurs, s'il faut tenir compte de son existence, c'est depuis les années d'indépendance. C'est ce même régime qui continue. C'est cette dictature qui perdure. Et s'il y a des Camerounais qui estiment ou qui pensent que ce qui s'est passé devait déjà suffire pour le changement, c'est que vous ne connaissez pas comment est-ce que cette dictature s'est enracinée. Comment est-ce que cette dictature a pu se maintenir? Comment est-ce que cette dictature a, je ne sais pas comment dire, cette dictature a pris tous les différents domaines de la nation, de la République. Il ne faut donc pas croire que ce petit combat, je ne sous-estime pas, bien sûr, ce combat, mais ce que nous avons fait, ou ce que vous croyez avoir fait, suffit pour faire tomber ce régime. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas 43 jours, ce n'est pas 3 heures, c'est 43 ans. 43 ans. Et le combat que nous estimons avoir mené en quelques jours ne saurait suffire pour faire tomber cette dictature. Je voudrais aussi dire à ceux qui pensent qu'ils ont déjà voté pour leur leader du changement et que c'est déjà suffisant le combat. Le simple fait d'aller voter pour le changement suffit déjà. Et penser que c'est maintenant le leader pour qui on a donné sa voix qui doit se combattre, eux aussi ils ont un problème dans la tête. Ils ont aussi un problème dans la tête. Parce que je voudrais quand même rappeler que ceux pour qui on a voté la majorité, celui qui réclame aujourd'hui avoir gagné, être reconnu comme le président élu, pouvait ne pas aller. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il est moins à l'abri du besoin que moi. Et si nous estimons, nous pensons que nous avons déjà assez fait d'aller voter pour dire que non, le reste c'est lui. Non. Le combat ne se limite pas à ce niveau-là. Lui peut rester. Lui pouvait être enlevé. Lui pouvait être tué. Lui pouvait être empoisonné. Lui pouvait être, aujourd'hui, pouvait ne pas exister. Et les gens se seraient croisés les bras pour dire que nous avons. Non, le changement dans le contexte camerounais ne se limite pas à aller voter. En tant que nous avons voté et nous avons vu le résultat. S'il vous plaît, chers amis, le combat là, ce n'est pas ça. La libération ne s'arrête pas à ça. Donc ceux qui disent qu'ils ont déjà voté et le gagnant, c'est lui qui pense qu'il a gagné les élections, doit mener le combat là. C'est que vous vous trompez. On se trompe, mais alors dangereusement.
Ce n'est pas ça. On ne gagne pas, on ne gagne pas, comment dire, les élections dans un régime comme le nôtre, en allant voter, et puis se limiter là, et puis penser que bon, c'est que c'est parti pour des années, un peu plus de 43 ans davantage. Je tenais à le rappeler, parce que j'ai vu des gens sur les réseaux en train de dire que bon, j'ai voté, maintenant il a fui, il est où, c'est à lui d'aller. Ok, attendons donc. Et je conclue en disant que chaque peuple mérite ses dirigeants. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui me regardes? Chaque peuple mérite ses dirigeants. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce pays. Il faut que les gens allument leur esprit, leur intelligence. Parce qu'il y a encore des gens qui dorment. Je ne dis pas que moi je ne dors pas. Mais j'essaie d'être quand même en veille. Il y en a. Il y en a beaucoup. Réveillez-vous. Les gens vous regardent. Mes chers compatriotes, bonjour. Avant d'aller au front, on doit dire quelques mots pour que tout le monde, en sortant, doit savoir où nous sommes et où nous allons. Ceux qui ont suivi le discours du président élu doivent comprendre que les choses sont méthodiquement structurées de telle manière que nous arrivions à destination. Comme je vous avais dit, comme beaucoup le disent, l'aboutissement de cette affaire, c'est qu'il va falloir se lever et dire que ça s'arrête à un moment donné. Ici, j'attire l'attention de tous les combattants de la diaspora. J'attire l'attention du peuple camerounais. Pour dire que pour qu'on avance, il ne faut pas se tromper. Ce que nous allons préparer doit être plus grand que ce que nous avons déjà préparé. C'est-à-dire que nous devons monter en puissance. Dans l'optique de préparer quoi que ce soit au Cameroun, de préparer les Camerounais à affronter le dur, nécessitera un financement de la grève, un vrai financement de la grève, pour que notre peuple tienne. On ne doit plus laisser notre peuple partir sans se préparer à soutenir la grève. Par conséquent, nous devons regarder les voies et moyens. En attendant les décisions du président élu, qui a promis créer une structure où tout le monde pourrait participer. Moi, je suis ici pour anticiper les choses et dire que nous devons poser 2 ou 3 milliards venant de la diaspora. On doit cotiser pour préparer le peuple camerounais à affronter le plus dur. C'est avec cet argent qu'on va donner à manger à ceux qui vont tenir dans le temps, qu'on va permettre de soutenir un malade qui pourra tomber, qu'on va pouvoir passer le temps qui pourra durer énormément, ou qui pourra durer 1 semaine ou 2 jours. Mais il faut qu'on ait les fonds, il faut une caisse de soutien. Et la diaspora, c'est là où elle doit intervenir. C'est là où la diaspora doit montrer que non, elle soutient le peuple camerounais. Donc, ma vidéo de ce matin, c'est de dire à la diaspora, préparons-nous à financer une caisse de soutien pour faire partie du régime, parce que le peuple camerounais ne peut pas tenir, il n'a pas le pouvoir d'achat de tenir dans le temps. Donc, pour que ceci soit cohérent, qu'il y ait une bonne cohésion, n'ayons pas peur de dire ce qu'il faut, il faut de l'argent. Donc, la responsabilité repose sur le président élu. On attend que la caisse de soutien qui est prévue pour les Camerounais qui sont sur le terrain nous soit tout simplement donnée et que ces voies et moyens, on nous rassure que partout où il y aura des grèves, que les gens seront soutenus. Ça peut être par région, 100 millions de francs par région, on a 10 régions, ça fait 1 milliard. Et comme on sait qu'il y a des régions qui ne vont pas participer ou qui vont moins participer, on donne en fonction de la participation. C'est une question d'organisation. Quand on fait des grèves dans des pays où on veut civiliser les gens,
il faut qu'on prépare aussi ces gens à compenser au moins le minimum, pouvoir se nourrir pendant le temps nécessaire. On peut évaluer, la diaspora peut financer. Je vous remercie. Bonne journée. Alors, la situation, loin de s'améliorer, ne fait que s'aggraver. Les camionneurs n'ont pas levé le mot de grève, ou plutôt le mot de blocage. Bien au contraire, ça semble se répandre. Puisque de la nationale numéro 1, comme on vous disait, Amenganga bloqué, et que actuellement Garouaboulaye aussi est bloqué. Maintenant, on nous parle de la nationale numéro 3, numéro 6. Selon les dernières informations que nous avons, c'est que l'axe Ngandere-Tibati, lui aussi, vient de rejoindre le mouvement. Donc, aucun camion ne passe, ne descend. Et on dit ceci, c'est jusqu'à nouvel ordre. Et là, ça se précise de plus en plus. Les camionneurs, les babanas, les populations demandent que Paul Biya libère. Et eux aussi vont libérer. Ils attendent, disent-ils, le mot du président élu Issa Chiroma, qui n'a pas parlé, et d'ailleurs n'a pas intérêt à parler. C'est donc une situation qui est beaucoup plus compliquée pour le régime, qui se retrouve là avec un mouvement où on ne peut pas corrompre un leader, puisqu'il n'y en a pas. Les routes, on ne peut pas dégager seulement avec les caterpillars qui ont voulu tenter et qui se sont retrouvés devant des difficultés à pouvoir porter et charger des camions de 40 tonnes. Et en même temps, il y a des syndicats qui, par solidarité, appellent les autres camionneurs à suivre ce mouvement. Si donc ça continue, c'est presque tout le Cameroun qui sera paralysé. Pour l'instant, ce qui n'est pas encore sauvé, c'est l'axe qu'ils appellent l'axe Lour-Yaoundé-Kribi. Le port est déjà engorgé. Comment de nouveaux bateaux vont accoster si jamais ça continue, puisque ça ne pourra plus aller ni en République centrafricaine, les marchandises ne peuvent plus aller là-bas, ni dans le Grand Nord, le Septentrion, voire le Tchad. C'est donc un goulot d'étranglement. Ah oui, l'État est un monstre froid, disent-ils. L'État est debout. Mais sauf que c'est le peuple qui est l'État. Ce n'est pas les ministres. Ce n'est pas Paul Biya. Ce n'est pas Tanganji qui sont l'État. Voilà donc l'État presque à genoux lorsqu'on a vu des hauts gradés aller parler en langue jusqu'à appeler les camionneurs chefs, patrons, pardon, en langue du jamais vu. Et pourtant, les armes sont chargées. Ils ont tiré quelques coups de feu, eux-mêmes ils ont replié. Voler, on connaît la formule. 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. La gendarmerie, les forces de sécurité ont souvent brimé des populations, les camionneurs et aussi les babanas. Aujourd'hui, c'est le retour de l'ascenseur.